Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grimace, Jean Dorido. C'est le viol d'une fillette de 3 ans qui a scandalisé tout le Pérou et à la suite duquel le président péruvien Pedro Castillo a déclaré que son gouvernement voulait imposer, parmi d'autres mesures, une castration chimique obligatoire pour les violeurs de mineurs. Une mesure déjà appliquée aux USA, en Californie, Géorgie, Floride, Louisiane, Montana, Oregon et Wisconsin, en Russie, Pologne, Corée du Sud, Indonésie, Moldavie. Au Texas, un délinquant sexuel récidiviste peut choisir la castration non pas chimique mais chirurgicale. La castration chimique, une mesure qui n'existe pas en France malgré plusieurs propositions de loi déposées en 2007, 2009 et 2020. D'où notre grand débat, faut-il castrer chimiquement les violeurs d'enfants? Et vous êtes 96,1% à dire oui. Avec nous, Arnaud Gallet, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Bonsoir Arnaud Gallet. Bonsoir. Comment expliquer que 3 propositions de loi aient été rejetées en France? Je ne savais pas qu'il y en avait eu autant d'ailleurs avant de préparer l'émission. Alors comment expliquer? C'est peut-être un peu compliqué. Après, ce qu'on peut dire, c'est que la question des violences sexuelles, notamment sur les enfants, moi je préfère à chaque fois rappeler enfants à la place du propos de mineurs, c'est un vrai sujet tabou. On a bien vu, moi j'ai fait partie des personnes qui ont participé au mouvement MeToo Inceste sur Twitter il y a un peu plus d'1 an, et on a bien vu que ça a fait un peu de bruit et qu'en faisant un peu de bruit, même le président a parlé, mais en fait ça fait longtemps que ce sujet existe, ça fait longtemps que les victimes souhaitent le mettre d'une certaine manière sur la table pour qu'on puisse enfin protéger en France des enfants victimes de violences, et on voit bien que même la loi qui a été faite il y a 1 an, qui est la fameuse loi Billon, qui a fait couler un peu d'encre, est bien loin, je dirais, de ce qu'on pourrait attendre, puisque vous avez plein de choses. Rappelez-vous, vous avez quand même eu à ce moment-là un garde des Sceaux qui a parlé d'inceste consenti à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est quand même quelque chose qui est arrivé. C'est une honte absolue et c'est passé. Vous avez eu également un garde des Sceaux qui nous a parlé de Roméo et Juliette quand on parle de viol entre un enfant ou une ado de 13-14 ans et un jeune de 18-19 ans, en disant ouais, on sait jamais, il peut y avoir des relations amoureuses, en revenant un peu d'une certaine manière sur le délit d'atteinte sexuelle. On est sur un sujet qui est extrêmement compliqué. Alors sur la castration chimique en tant que telle, je sais pas en fait pourquoi il y a eu ce blocage-là. Après, ce que je sais, c'est que de manière générale, quand on essaie de faire avancer les choses au niveau des violences sexuelles sur les enfants, c'est hyper compliqué. Philippe Bilger. Arnaud, si vous le permettez, moi, quand j'étais aux assises, j'ai connu des affaires criminelles épouvantables, notamment des viols de petits-enfants. Est-ce à dire que la castration chimique est le dernier recours pour assurer une tranquillité de ces prédateurs et qu'ils ne portent plus atteinte aux enfants? Ça veut dire que les remèdes en amont ne marchent plus, la sanction classique ne va pas? Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, alors vous avez raison, c'est la question qu'on peut se poser. Après, il faut quand même rappeler des chiffres. Aujourd'hui, 70% des viols sur mineurs sont classés sans suite. Ça veut dire qu'on a un vrai sujet quand même à un moment donné aussi sur la manière de traiter, je dirais, les plaintes en tant que telles. On sait qu'il y a seulement 1% de ces plaintes qui aboutissent aux assises et donc qui sont considérées comme des crimes. Donc on peut se dire, on peut quand même venir s'interroger sur la dimension finalement punitive de la justice en se disant, est-ce qu'on punit à la hauteur? Je vais donner un élément aussi qui est important pour bien faire comprendre mon propos. On a le fameux fichier, donc le FIGES, qui, vous savez, recense les personnes qui ont été condamnées. Et ben, faut savoir que sur ce fameux fichier, finalement, sont inscrites uniquement les condamnations qui sont supérieures à 5 ans. Or, en réalité, en France, vous avez très peu de condamnations qui sont à plus de 5 ans fermes, parce que vous avez beaucoup de sursis, beaucoup de peines de prison pour 6 mois, 1 an, etc. Et c'est aussi un scandale. Caroline Grimace, qui est avocate et qui a évidemment vu ce type de dossier. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une question à vous poser, puisque en réalité, on parle beaucoup de ce qui ne convient pas sans véritablement nommer ce que vous souhaiteriez. Parce que, en réalité, quand on examine l'arsenal législatif et puis l'application qui en est faite sur le plan judiciaire, il existe, sous des conditions évidemment multiples, déjà un système de castration chimique en France. Il existe via l'injonction de soins qui peut être décernée par un juge, dans le cadre par exemple d'un suivi socio-judiciaire accessoire à une condamnation. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez
qui permettent d'aller au-delà de ce qui existe déjà. Parce que on sent bien que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on doit se référer à l'avis du médecin, c'est-à-dire que ça n'est pas le juge qui décide si la castration chimique doit intervenir, mais c'est le juge qui délègue au médecin le soin d'évaluer les besoins et les préconisations utiles. Et puis surtout, il y a un deuxième point qui effectivement pose difficulté, c'est l'adhésion de celui qui devient le patient à ce moment-là à ce type de mesure. Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit le juge directement qui ordonne cela, sans passer par des considérations strictement médicales et un avis médical? Comment est-ce que ça prendrait place dans votre idéal? Alors, Arnaud Gallet. moi, très sincèrement, alors déjà, c'est important de préciser mon propos. Je suis pas forcément favorable à la castration chimique. Je vais le poser comme ça de manière très claire. Par contre, je suis favorable à ce qu'il y ait des soins qui soient pour les victimes ou pour les auteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le système tel qu'il est prévu, y compris la prison, et c'est pas nouveau de le dire de cette manière-là, on ne situe pas assez les choses de ce point de vue-là, et plutôt que de parler aujourd'hui de castration qui forcément fait couler un peu d'encre en se disant ah oui forcément faut tous, je suis désolé, je vais le dire de cette manière, faut tous leur couper, etc. parce que comme si ça pouvait se réduire à ça. Les choses sont beaucoup plus complexes. Il faut savoir que vous avez aussi beaucoup d'agresseurs qui ont été d'anciennes victimes également. Vous avez une complexité assez importante, et finalement on vient le réduire à quelque chose qui pour moi, alors forcément sur le moment, c'est un peu comme quand il y a des crimes abominables, Nordal-Lelandais, etc. On est presque tous à se dire la peine de mort, on oublierait presque au bout d'un moment tous les combats qui ont été... Ben non, moi je suis pas forcément favorable. Je pense que mettons déjà les moyens, et au niveau de la justice, c'est-à-dire soyons en capacité au bout d'un moment de punir à la hauteur de la gravité des faits, donnons aussi les moyens pour accompagner les auteurs, les victimes, etc. pour après qu'on soit en capacité éventuellement de penser à quelque chose de chimique. Je ne vais pas faire le mauvais parallèle avec ce qu'on se disait avant, même sur des questions de bouffe ou quoi que ce soit, mais réellement, non mais très sincèrement, je me dis pourquoi tout de suite partir dans quelque chose de chimique, là où d'une certaine manière on pourra avoir les moyens humains pour accompagner et pour vivre tous. Oui, donc en réalité, vous ce que vous soutenez finalement, ça n'est pas tant une nouvelle loi que l'application des dispositions existantes. Exactement. Avec plus de moyens. Tout à donc fait. On en arrive toujours à la même conclusion et aux mêmes constatations. Exactement. Jean Dorido, notre psy. Oui, non, alors avant de poser ma question à Arnaud, c'est vrai que le problème, en fin de compte, majeur dans ce débat, c'est la question de la protection de l'enfance. C'est comment est-ce qu'on protège nos enfants du viol? Il y a, d'après la plupart des études qui sont faites sur le sujet, on envisage qu'un enfant sur 10 est victime d'agression sexuelle ou de viol en France. C'est terrible. Et c'est absolument terrible. Ça veut dire, quand vous donnez des cours, ce qui m'arrive chaque année, quand vous avez une classe d'une quarantaine de gamins qui ont 20 ans, vous savez qu'en moyenne, vous en avez 4 qui ont été soit agressés sexuellement, soit violés, et dans l'immense majorité des cas, par un membre de leur famille. 80% des cas. C'est dans 80% des cas. Donc bien sûr, je rejoins ce que disait Arnaud tout à l'heure. Bien sûr que la question de la sanction, de la punition, de la solution que l'on va mettre en place pour que le pédocriminel ne récidive pas, c'est une question qui est très importante. Toutefois, en amont, la question majeure, c'est la question de la protection de l'enfance. Comment est-ce qu'on protège nos enfants? Puisque, outre, je dirais, l'aspect horrible, horrifique et sordide de l'agression sexuelle, il faut savoir que psychologiquement, ça crée des stress post-traumatiques absolument inouïs. D'après les savants qui travaillent sur le sujet, on peut comparer les stress post-traumatiques consécutif à une agression sexuelle subie durant l'enfance à ce que vivent les militaires d'Afghanistan. C'est une déflagration psychique absolument terrible. Et ma question à Arnaud, qui connaît bien le sujet, c'est, d'après vous Arnaud, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de façon, je dirais, très pratico-pratique, très simple, qui n'ait pas déjà effectivement été fait pour protéger davantage nos enfants? Arnaud Gallet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de manière très claire, en termes de prévention, quand on regarde bien, en réalité, il n'y a pas d'obligation de résultat au niveau des institutions. Je vais prendre un exemple qui est assez récent. Celui de l'Église. On va me dire ça à part parce que il y a comment dire, la loi de 1905. Ce qui n'est pas vrai. En tant que tel. Mais celui de l'Église, il y a eu un fait dernièrement dont j'ai eu connaissance. En 2016, vous avez un prêtre qui a été condamné pour des extorsions de sextape au niveau de certains jeunes, etc. Il leur demandait donc de se mettre tout nu, de se masturber, etc. Différentes choses. Il se faisait passer pour une fille, quelqu'un qui avait quand même un problème, je peux dire des choses comme ça. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été condamné, il est repassé au tribunal là récemment pour des faits d'agression sexuelle. Et il y avait écrit à la fin, classé sans suite,
Heureusement, parce que sinon il aurait risqué la révocation. Et là, je me dis, dans quel monde on vit à partir du moment où on laisse des personnes comme ça je parle de 2022. C'est Barbarin, grâce à Dieu, ces faits sont prescrits. Et là, on parle bien d'un auteur, on parle de 2016. Parce que ce qui est terrible dans tous les chiffres qu'on rappelle, et vous faites bien de le rappeler, c'est-à-dire qu'on dit dans l'Église 330 000 victimes entre 1950 et 2020. Mais finalement, ça continue, il n'y a pas d'obligation de résultat. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une obligation de résultat. C'est un peu le sens de la loi dernièrement qui va peut-être pas suffisamment loin, c'est-à-dire qu'on soit en capacité. Vous voyez, moi, à côté de mes actions militantes, je suis également directeur général d'une association. Aujourd'hui, on m'impose d'avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels pour les salariés, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, il faut que les salariés puissent travailler convenablement, c'est normal. Et je me dis, rien ne m'impose, alors je m'occupe de gamins, d'avoir un document unique d'évaluation de l'exposition à certaines violences, etc. Quelque chose qui existe. Quelles actions concrètes je mets en place et pour former, sensibiliser, m'appuyer sur les parents? On me demande absolument rien. Moi, je milite d'une certaine manière pour qu'on soit tous évidemment soumis à la même exigence pour les enfants. Les vraies voix à 18h43. Faut-il castrer chimiquement les violeurs d'enfants? Vous êtes 96,1% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Jean Dorido. Notre grand débat, faut-il castrer chimiquement les violeurs d'enfants? Vous êtes 96,1% à dire oui. Avec nous, Arnaud Gallet, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Jean Dorido, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, je vais rajouter que, bon, on n'est pas là pour se casser le moral, certes. Toutefois, c'est un fait, c'est un vrai problème de société, en réalité. Les violences sexuelles commises sur des enfants. Et il y a énormément de travail à faire, et notamment un travail de prévention pour que la parole circule dans les familles, pour que la parole de l'enfant soit prise en compte de façon juste. On entend encore aujourd'hui des psychiatres, je dirais à l'ancienne, qui vous parlent d'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est cette idée selon laquelle, eh bien, ma foi, une mère pourrait faire exprès de monter le bourrichon de son fils ou de sa fille pour finalement enfoncer le père dans une procédure de divorce. Et ça, c'est absolument scandaleux, c'est gravissime, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, et ça, les psychologues apprennent à les reconnaître. Toutefois, c'est un fait qu'il y a un énorme chantier, si j'ose dire, à entreprendre dans notre pays. Bon, on peut, cela dit, saluer le secrétariat d'État à l'enfance en danger, Adrien Taquet, qui fait un très bon travail. Et ça, il faut reconnaître quand même que notre président a pris cette initiative. Ça n'existait pas, vous voyez, rien que ça, le fait qu'il n'y ait pas de ministre de la protection de l'enfance. Bon, c'est un secrétariat d'État, c'est déjà un grand pas en avant, parce qu'il y a énormément de travail à faire, et notamment sur la prise en compte de la parole de l'enfant. Bien sûr que la répression des criminels avec la castration chimique, pourquoi pas, Arnaud l'a dit, bon, ça peut s'envisager, c'est pas forcément une panacée. Encore une fois, l'essentiel, c'est d'éviter que le mal ne soit fait, à essayer de protéger les enfants, et ça, là-dessus, il y a un gros travail à faire, effectivement. Arnaud Gallet. Ce que je peux dire par rapport à ça, alors Jean fait très bien de rappeler la question de l'aliénation parentale, d'autant que moi je fais partie également de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles avec le juge Durand, donc qui a été mise en place, et ça fait partie du premier avis. Le vrai risque qu'on a eu aussi dans ce premier avis, à mon sens, c'était qu'on a oublié toutes les situations où finalement dans la famille, les mères disent rien également. C'est-à-dire qu'on a énormément de situations qui sont majoritaires où finalement on dit, finalement on cherche à minimiser. Je vais prendre mon exemple pour être très rapide. Moi j'ai été victime d'un double inceste, comme ça a pu être écrit. Mes deux cousins qui m'ont violé alors que j'avais 12 ans ont fait passer ça sous la forme d'un jeu. Moi, quand les souvenirs me sont revenus, c'est le jeu en fait qui est revenu. Et quand j'en ai parlé à mon psy, j'ai toujours été bloqué parce qu'il dit, au bout d'un moment, il m'a dit c'est un viol. Et là, derrière, je me suis... Et alors j'étais dans vraiment son histoire. Je raconte à ma famille juste après, il me dit allez dire ça à vos parents parce que vous étiez enfant à l'époque, etc. Et la famille a pris la version au comptant de mes agresseurs en disant ouais c'est du touche pipi, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme s'ils mettent le sexe dans la bouche d'un autre, d'un enfant, même d'un adulte d'ailleurs, peu importe, de force, ça pouvait être un soupçon de seconde, un jeu. Et en fin de compte, on est dans quelque chose où on voit bien que la domination, elle est bien du côté des agresseurs. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a le sacro-saint de la famille, en se disant, attends, ça va tout... Moi, ma mère, c'est une des premières réactions qu'elle a eues. Attends, mais ça peut tout bouleverser au niveau de la famille, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur lequel on ne touche pas, parce qu'on a le sentiment, au bout d'un moment, que les enfants appartiennent
à la famille, appartiennent aux parents, etc. C'est pour ça que moi je milite non pas ce qui est une autorité parentale, mais qui est bien une responsabilité parentale. Et pour moi, c'est pas pareil. Une autorité ou une responsabilité, c'est pas la même chose. On est responsable de ces enfants. Par contre, ils nous appartiennent pas. On n'a pas forcément autorité sur eux. Caroline Grimard. Moi, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et sur le terrain, on le voit malheureusement dans certains dossiers. Il y a une véritable omerta. Je crois que le mot est employé. Je ne sais pas si c'est par Arnaud ou Jean, mais l'omerta, c'est vraiment le mot applicable. Il y a certains dossiers, je pense notamment à un dossier qui remonte à quelques années sur un viol qui avait été commis par un frère sur sa très jeune sœur. Et le positionnement de la mère... Je vais vous poser, quel était l'âge de la très jeune sœur? Oh, elle avait... ça a duré assez longtemps, entre 4 et 6 ans. Ah oui, d'accord. Donc ça s'est très jeune, prolongé sur plusieurs années. Et le positionnement de la mère était à la fois catastrophique et en même temps concevable. Si vous voulez, on vous demande d'un seul coup, alors que rien ne s'est passé auparavant pour justement libérer la parole correctement, on vous demande d'un seul coup, à la faveur d'une garde à vue, de la dénonciation des faits, par exemple à une assistante scolaire ou un interlocuteur de ce genre, et bien de prendre position et de dire voilà, du jour au lendemain, il faut couper les ponts avec le fils criminel qui est parfois lui-même mineur également, donc c'est extrêmement compliqué. Alors forcément, la tentation, elle est grande, et d'ailleurs on le voit sur le résultat du sondage, plus de 96% de personnes favorables à la castration chimique. Pourquoi? Parce que c'est une solution radicale, et que dans ces cas-là, les gens sont favorables au côté radical justement de la solution, mais on voit bien que c'est pas forcément ce qui sera le plus efficace. Déjà, on parle de castration chimique, à mon sens c'est impropre, c'est une camisole chimique, parce qu'il faut jamais oublier que en matière de chimie, tout est réversible. Et que donc ça suppose, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, une adhésion totale, voire une volonté exprimée du patient. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc on en revient à notre thèse de départ. Parler, énormément parler, mettre en place des structures comme celle que vous présidez, que vous dirigez, pour avoir le plus d'interlocuteurs possible pour tous ces gamins dont le nombre est infiniment plus important que celui qu'on voit au final devant les tribunaux. Jean Dorido qui veut ajouter quelque chose, et le mot de la fin, Arnaud Gallet. Oui, non, puis rappelez effectivement qu'il y a aussi un vrai travail de pédagogie à faire également au niveau des agresseurs. Je crois que le témoignage d'Arnaud est assez saisissant. Il faut rappeler que le viol, d'abord c'est un crime aujourd'hui, ça relève des assises, et le viol c'est toute introduction d'un corps étranger dans un orifice par violence, contrainte, menace, surprise. Ça veut dire que il y a des personnes qui justement sous l'angle d'un jeu vont se rendre coupables d'un viol. Ça crée des traumatismes absolument effarants que l'on connaît, et en plus ça a des conséquences tragiques sur le plan pénal, et ça c'est un travail de pédagogie à faire à tous les niveaux. On a encore récemment à l'école polytechnique un branle-bas de combat qui vient d'être déclenché parce qu'on se rend compte qu'il y a des étudiantes, des grosses têtes de polytechnique qui sont victimes de viols pendant leurs études. C'est quand même absolument inouï. Le mot de la fin, Arnaud Gallet. Le mot de la fin, si on pouvait renvoyer au bout d'un moment une bonne fois pour toutes, plutôt que les victimes soient isolées, mais qu'on arrive à isoler une bonne fois pour toutes les agresseurs et avoir une société qui permet aussi, parce qu'on parlait des parents, j'ai été saisi par vos propos, c'est que Caroline, pardon, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que même des parents qui apprennent en fait cette nouvelle-là sont laissés seuls bien souvent sans être accompagnés. C'est pareil, je veux pas du psy partout. Je suis désolé, même si Jean est à côté de moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça atroce. C'est vrai qu'alors ça l'est encore plus dans une question d'inceste quand c'est le frère effectivement qui est l'auteur. Mais de manière générale, comment est-ce qu'on met mettre au monde un enfant, c'est idéal, c'est quelque chose de magnifique. Et quand on est confronté à une douleur telle, mais c'est insupportable, le traumatisme. Et du coup, on parle pas assez finalement de cette question de viol avec une vraie vision systémique, où finalement c'est tout le système, en fait, c'est le système agresseur réellement qui remet en question. Et bien souvent, on dit que c'est la victime qui est en tort. Merci beaucoup Arnaud Gallet, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Verdict sur Twitter. Faut-il castrer chimiquement les violeurs d'enfants? Vous êtes désormais 96,2% à dire oui. Ça vote énormément. Un sujet beaucoup plus léger tout de suite. Merci encore à vous Arnaud Gallet.